Chers invités, merci d'être là. Merci à tous d'être restés. On est encore une toute petite heure ensemble pour clôturer ce Mountain Next 2025. La vérité met ses chaussures pendant que la rumeur a déjà fait le tour du monde. On va parler, bien sûr, de communication de crise, de réputation, de sécurité, comment réagir dans l'ère de la permacrise. Je vais citer Warren Buffett, une réputation met 20 ans à se construire, 5 minutes à se détruire. Voilà, c'est la dernière table ronde avant la conclusion de Mountain Next 2025. Notre sujet, la communication de crise à une époque où l'on parle de permacrise, une instabilité quasi permanente amplifiée par les réseaux sociaux, les attentes immédiates, les chaînes de buzz et parfois les fake news, les faux pas politiques. Voilà, aujourd'hui, une mauvaise information, une déclaration mal maîtrisée, une image sortie de son contexte peut suffire à déclencher un emballement. Avec nous, pour en discuter, Laurent Reynaud, vous êtes délégué général de Domensky de France. Tu peux allumer ton micro. Voilà, il est allumé. Allumez vos micros, s'il vous plaît. Pascal de Tiercent, président de la Société des Trois Vallées. Bonjour Pascal, merci d'être présent. Chantal Martin, vous êtes la maire de Moutier. Merci d'être présent. Et puis Jérémy, on ne se présente plus tous les deux, mais quand même, tu es le directeur de l'Office de tourisme de Haute-Maurienne Vanoise. Et on peut dire que tu en as bavé ces derniers mois. Tu vas nous raconter tout ça. Merci à vous quatre d'être là. Je commence par vous, Laurent Reynaud. Domensky de France. Oui. Les fondamentaux, les principes d'une communication de crise efficace. En tant que délégué général de Domensky de France, vous avez une vision assez transverse des pratiques dans les stations. Et vous m'avez dit que la communication de crise n'est plus un accessoire de la gestion de crise. Elle est partie intégrante de la gestion de crise. C'est-à-dire quoi ? On a trop oublié la communication de crise dans la logistique, dans la logique, dans la vision de la gestion de crise ? Oui. Alors moi, je représente des entreprises de remontée mécanique et de domaine câble qui ont une certaine habitude à gérer des crises. C'est une remontée mécanique à l'arrêt, c'est un accident, une avalanche, un secours à réaliser, et dans lesquels, un peu historiquement, finalement, la communication de crise, c'était l'accessoire, en effet. C'est-à-dire qu'il fallait prendre un peu de bande passante de sa gestion de crise pour dire « Ah oui, au fait, il faut que je gère ma communication de crise, sinon, à la limite, je risque d'être empêché demain et de ne pas pouvoir gérer correctement ma crise parce que je crée une surcrise au travers de cette communication. » Ce qui a changé, c'est qu'en dehors de ces choses qu'on connaît bien, un certain nombre de crises aujourd'hui ne sont que communicationnelles. Oui. C'est-à-dire qu'on est confronté de plus en plus à des situations de crise dans lesquelles il n'y a personne à sauver, il n'y a pas de secours à faire, il n'y a pas un appareil à réparer. Il y a une information qui va avoir un impact éthique ou émotionnel sur notre public et qui est susceptible d'entacher la réputation de nos destinations, de nos entreprises auxquelles on est très attaché. C'était l'objet de la table ronde précédente et effectivement, c'est très facile finalement de se retrouver pris à défaut et de détruire le travail qui a pu être fait. Donc, cette communication de crise, il faut s'y préparer en fait. La règle, c'est qu'il n'y a plus de règles. La règle, c'est que tout peut arriver. Enfin, je crois que depuis que nos remontées mécaniques ont été mises à l'arrêt pendant un hiver, voire un hiver et demi, on sait que tout peut arriver et que aucun d'entre nous n'est capable de prévoir la crise de demain, celle qui va avoir lieu l'hiver prochain. On ne sait pas. Par contre, on peut se dire, il va se passer quelque chose d'inattendu et comment je dois réagir à ce moment-là ? Comment je dois réagir et comment les autres doivent réagir ? C'est toujours complexe dans une destination touristique, la gouvernance, et même dans nos entreprises. Et pour moi, la première chose à faire, c'est à froid, en intersaison, de prévenir toutes les personnes susceptibles d'avoir à intervenir sur une communication de crise du rôle qui est attendu pour elles. Et le premier rôle attendu pour les gens en communication de crise, c'est de se taire et de laisser la personne désignée pour la communication de crise prendre la parole. Ça peut être le maire, ça peut être le préfet, ça peut être le chef d'épice, ça peut être le responsable communication de l'entreprise, mais il faut qu'on soit d'accord que c'est lui qui va prendre la parole et personne d'autre. Ça, c'est très important. Alors tout le monde se tait sauf une personne. C'est-à-dire que oui. Ce qui est paradoxal dans ce que vous dites, c'est dans un premier temps, il faut se taire et il faut parler. Alors mais j'y viens. Mais pas n'importe qui. J'y viens. La contrepartie du fait que vous demandez aux gens de se taire, et c'est difficile de se taire, on a tous, quand il y a un micro tendu, l'envie de dire des choses même si on ne sait pas. La contrepartie, c'est que vous vous engagez à leur donner de l'information. Et vous leur donnez de l'information pour deux raisons différentes. Soit parce que vous leur donnez une information confidentielle
pour qu'ils sachent, pour que le maire sache, pour que le préfet sache, mais vous n'attendez pas d'eux qu'ils la répercutent, c'est confidentiel. Ou alors, vous leur donnez une information en leur disant « j'ai besoin que ça se sache, allez-y ». Voilà. Ça, pour moi, c'est des fondamentaux, ça se prépare à froid. Quand je dis gouvernance, c'est d'abord gouvernance de l'entreprise, parce que les premiers ambassadeurs et les premières personnes vers qui on va se tourner s'il y a un problème sur les pistes, c'est le pisteur que je connais, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon ami. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, il faut effectivement qu'il ne délivre pas d'informations dans un premier temps et qu'il laisse la parole de l'entreprise s'établir. C'est vos relais, c'est nos relais, l'encadrement intermédiaire, le comité de direction. Et puis c'est dans la station les grandes catégories, j'en ai parlé, l'office de tourisme, la mairie, les principales fédérations. C'est aussi le community manager. Oui, ça on en parlait pas mal quand on préparait. On va passer pas mal de temps là-dessus sur le rôle des réseaux sociaux dans la gestion de crise. Vous aviez une approche qui était intéressante des cercles concentriques. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de la personne qui va gérer la crise et gérer la communication de crise, il y a des cercles concentriques et il faut que les gens qui sont autour aient conscience qu'ils ont un rôle à jouer. Le cas échéant, je l'ai dit, ce rôle, ça peut être de s'empêcher de dire des choses quand c'est pas le bon moment pour le faire. Et la contrepartie, c'est que moi, je vais leur donner de l'information, soit pour eux, soit pour qu'ils la répercutent. Cette organisation, il faut la mettre en place. Et le mieux, c'est de la mettre en place en s'asseyant sur des valeurs connues. Je pense que vous avez parlé de plateforme de marque. Bien sûr. Voilà. Plus c'est établi à grande échelle et mieux c'est, à l'échelle de la station idéalement, mais déjà à l'échelle de l'entreprise. C'est quoi ma raison d'être ? C'est quoi mes missions fondamentales ? Parce que en communication de crise, il faudra toujours revenir à ces valeurs fondamentales. Vous avez un pépin, un accident traumatique. Une de vos valeurs, alors je parle en tant qu'opérateur de remontée mécanique et de domaine câble, c'est la sécurité de mes clients. Vous avez un souci éthique. Un de vos salariés a eu des propos xénophobes, ça se répercute sur les réseaux sociaux. Un faux pas politique. Voilà. Une de vos valeurs fondamentales va devoir répondre à ça et vous allez devoir dire que c'est pas conforme à vos valeurs et que vous faites tout pour le corriger. Un problème environnemental, vous allez dire votre attachement aux sujets environnementaux et vous allez agir. Et c'est mieux quand on les a posés avant, quoi. Exactement. Donc tout ça, ça se prépare à froid parce que lorsque ça arrive, c'est trop tard pour faire ce travail-là. Pascal de Tiercent, donc vous êtes président de la Société des Trois Vallées. Vous avez eu deux situations très exposées médiatiquement, l'une il y a 3-4 ans, l'autre en 2024. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot et puis parler un peu de la manière dont la communication a été gérée sur ces deux crises ? Alors nous, on a écouté notre délégué général de Domaine Scat de France, on fait exactement comme il a dit. Non, plus sérieusement, effectivement, tout ça se prépare, on ne peut pas faire de l'improvisation. Un des points les plus importants qui a été évoqué par Laurent Reynaud, c'est que tout le monde ne prend pas la parole, parce que ça, on n'y arrive pas. Alors les deux exemples, le premier exemple, c'est quand on a eu notre accident de téléphérique il y a 4 ans maintenant. 2021. Pardon ? En 2021. Oui. En septembre 2021, où pendant des essais réglementaires encadrés par notre organisme de tutelle, eh bien, on a des cabines qui ne se sont pas arrêtées tout à fait où elles devaient. Et là, on a réagi très très vite. Parce que forcément, c'est une information qui allait circuler. Et il valait mieux qu'on la maîtrise plutôt qu'on laisse des bruits se propager. Donc ce qu'on a fait très rapidement, c'est qu'on a fait un communiqué de presse et on a envoyé une photo. C'est tout bête, mais une photo, c'est un fait, c'est factuel, ça laisse pas l'espace à trop d'interprétation. Une photo un peu orientée, Pascal. Alors, pas n'importe quelle photo. Oui. en fait, on a... il fallait relativiser sur la portée de cet incident, qui est un accident, parce que quand vous avez un téléphérique, vous avez deux cabines. Vous en avez une qui est en haut et puis une qui est en bas. Donc quand une qui tape en haut, l'autre elle tape en bas. Celle qui tape en haut, une fois qu'elle a tapé le quai, elle dépasse du quai, donc elle n'est pas bien abîmée. Par contre, celle qui tape en bas, elle s'est bien encastrée dans les quais, donc elle n'était pas très montrable. Mais c'est pas de la fausse information, on a donné de l'information, mais par contre, on a fait en sorte que l'incident il soit relativisé à sa juste valeur et pas faire preuve de catastrophisme. Les médias s'emparent souvent des photos les plus trash et les plus désagréables. Nous, on a tout de suite pris l'espace médiatique avec un texte et une photo. Résultat, il n'y a pas eu beaucoup de remous.
au niveau des médias, pas beaucoup plus que ce qu'on avait délivré. Parce qu'on avait donné une information qui était rapide, qui était factuelle et incontestable. Et à partir de là, ça s'est plutôt bien passé. Bon, après, ça a été compliqué avec les assurances, les experts et autres, ça c'est autre chose. Mais, ça, c'est la gestion de crise. Mais la communication de crise, je pense qu'on l'a assez bien gérée. Mais on avait eu des exemples avant, que je ne citerai pas forcément, où on n'avait pas été assez rigoureux et où, effectivement, les journalistes ils cherchent toujours à tirer la pelote. Et donc, quand il y a une parole malheureuse, c'est parti. Et après, on ne maîtrise plus rien. Il faut occuper l'espace médiatique, sinon il sera occupé à votre place. C'est ce que vous me disiez lors de la préparation des entretiens. C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, tout de suite, on a pris la place avant que d'autres s'en emparent et avec des intentions pas toujours vertueuses. Alors, l'autre exemple, et là, c'est un peu le contraire, c'est on a été à la cible d'une attaque d'un média sur Internet qui s'appelle Blast, qui a relaté 2 faits, je vais les relater, mais vraiment en les coupant de leur contexte, ce qui fait que la perception que ça donnait, c'était dire vraiment la Société des Trois-Vallées, c'est vraiment des gens qui prennent pas compte de l'environnement, qui font n'importe quoi avec l'eau, etc. On a eu effectivement un premier élément où ils ont montré une photo d'un ruisseau asséché, qui n'était pas le ruisseau sur lequel on avait œuvré. Et la réalité des choses, c'est que quand on met de l'eau dans une retenue collinaire, eh bien, on laisse passer un petit peu d'eau à débit réservé pour que la faune, la biodiversité sur le ruisseau soit pas détruite. Bon, il s'est trouvé qu'on a un salarié qui a été un peu maladroit. Il a pensé bien faire. Il n'y avait pas quasiment plus d'eau, et effectivement, il a bouché ce débit réservé pendant 5 jours. Donc, et c'est à ce moment-là que les services de l'État sont venus vérifier, et bien sûr, on s'est fait attraper. La réalité des faits, c'est qu'il y a déjà quasiment plus d'eau et que 5 jours après, pendant 10 jours après, il n'y avait plus d'eau du tout, débit réservé ou pas. Donc, il n'y avait pas vraiment d'incidence. Mais par contre, la photo, qui n'était pas la photo du bon ruisseau, bien sûr, et ce fait-là, ressorti comme ça fait mal. Et puis dans le même article, deuxième sujet, où certaines associations sont bien renseignées à l'intérieur des services de l'État. Effectivement, on a fait un prélèvement d'eau un peu trop important. Mais c'est nous qui l'avions signalé. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que dans notre façon de calculer les rentrées d'eau, les sorties d'eau de cette retenue, on avait fait une erreur. Voilà. Et comme ça s'est passé à la fin de l'année et qu'on regarde l'eau qu'on prend sur une année, on a dépassé de 30 000 mètres cubes, je crois, par le calcul, notre autorisation. On aurait fait 3 jours après, et il n'y avait pas de sujet. Tout ça pour dire que le sujet, il a été retiré de son contexte. Les informations ont été données que très partiellement, puisque c'est nous qui avons dit, tiens, on s'est trompé, on a fait preuve de bonne foi, donc on ne pouvait pas être attaqué de planquer les choses. Mais ce qui est ressorti, c'est pas ça. Et donc là, la question s'est posée, donc c'était au mois d'octobre l'année dernière, la question s'est posée de dire comment on réagit. Alors, comme je l'ai dit, en général, on prend l'espace pour pas le laisser. Et là, la discussion, c'était de dire attention, est-ce que le mal va pas être pire que le remède va pas être pire que le mal, puisque ce petit média sur Internet, il est pas très écouté, pas très connu, et donc en prenant de la place, on allait probablement amplifier le phénomène. Et donc on s'est dit non, on va pas faire ça. Donc on ne répond pas à Blast. Par contre, on a passé quelques jours et une semaine après, on fait un communiqué de presse plus général, plus global, dans lequel on reprend partie de ces éléments. Ça, c'était une première réponse. Et d'ailleurs, des associations environnementales qui avaient vu le poste de Blast nous avaient appelé en disant c'est quoi cette histoire. On a dit écoutez, on va faire un communiqué de presse. Et ça s'est très bien passé avec certaines associations. Et puis, 6 mois après, on est revenu sur cet événement de cet article, et là on a fait un article de fond technique pour expliquer les choses. Tout ça pour dire qu'on a volontairement pas surcommuniqué au départ pour pas étendre l'information qui était à moitié fausse finalement puisqu'elle était tronquée, mais par contre on a reposé, on a réaffirmé notre positionnement. Laurent parlait des valeurs tout à l'heure, notre positionnement par rapport à cet événement. Et vous avez basculé sur l'anticipation avec la création de contenus éditoriaux et des contenus plutôt pédagogiques sur
qui vise à Voilà, donc, contrôler un peu ou orienter le discours sur absolument. le ski bashing, la neige de culture et Alors, autres. On a effectivement, je crois que j'ai ma responsable communication là qui est pas très loin. On a fait un gros travail où on a un certain nombre de communiqués de presse, d'articles de fond qui sont prêts, qui sont préparés, notamment sur la neige de culture, mais pas que, et pour lesquels on est prêt à sortir les articles au moment où on pense qu'il faut le faire par rapport à l'actualité. Et ça se fait pas comme ça se prépare longtemps à l'avance. Alors, Chantal Martin, je vais vous passer la parole. Il y a des choses qui se préparent pas forcément en avance. C'est un énorme éboulement par rapport à celui que vous avez vécu. Donc, vous êtes maire de Moutier. Vous avez été confronté assez violemment à la réalité du terrain. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé et puis comment vous l'avez vécu en matière de communication de crise ? Écoutez, je pense que pour la communication de crise, beaucoup de choses ont déjà été dites. C'est bien là la difficulté. Notre rocher, parce qu'il nous a pris beaucoup de temps, est tombé justement au cours d'un week-end où il y avait une grosse affluence. Et quand même, si je peux dire, l'élu est quand même attend les consignes de la préfecture, puisque nous avons donc à Moutier un PC et un PCS qui fonctionne avec ce PC. Alors, bien près le micro de votre menton, s'il vous plaît. Donc nous avons vous le dites-moi, nous avons attendu les consignes du préfet pour mettre en œuvre notre plan d'hébergement. Nous nous sommes réunis également dans la salle du conseil où se réunit ce PC pour que chacun soit bien identifié pour ses tâches. Le bureau du maire, donc pas plus de 2 personnes pour les décisions, et la presse qui est accueillie dans un autre endroit. Pour ce qui est de la communication, le premier jour, nous avons vu évidemment que sur Facebook, les photos circulaient déjà, mais c'est un peu pour ce qui s'est passé pour votre ruisseau. Nous n'avons pas donné trop d'infos, parce que je pense que pour communiquer, il faut déjà être bien informé, pour ne pas donner libre cours aux fantasmagories ou aux prises de parole un peu dans tous les sens. Donc nous avons attendu. Pour ce qui est de la presse, bien évidemment a voulu avoir la réaction du maire un peu à chaud. Personnellement, ce qui m'a rassurée dès que j'ai eu connaissance de cet incident, c'est qu'il y a eu 2 blessés légers, mais immédiatement derrière, il y avait un bus. Donc, quand on parle de crise, il y a évidemment un échelon de gravité. Là, si vous voulez, aucune vie humaine n'avait été mise en danger et il n'y avait pas eu de perte. Ce qui, pour l'élu, je pense, on aborde déjà la journée d'une manière beaucoup plus sereine. Il y avait bien évidemment à gérer cet énorme bouchon, mais comme vous le savez, les collectivités, depuis quelques décennies, ont anticipé avec leur plan justement de gestion de crise. Je pense que suite aux chutes de neige, aux avalanches aussi chez vous, qui nous avaient contraints de réagir un peu librement, ensuite ces plans se sont mis en ordre de marche et je peux vous dire qu'ils fonctionnent très bien. Sur notre commune, nous avons également des canaux. Nous avons 2 chargés de com qui sont reliés à cette gestion de crise. Donc, nous avons les réseaux Facebook, nous avons LinkedIn, nous avons qu'est-ce que nous avons encore l'autre Instagram. Voilà, elle me souffle. Donc, nous avons communiqué. Une voie à communiquer, en liaison avec les offices du tourisme, en liaison avec vos stations, mais on a tenu à ce qu'il y ait une voie de communication. Comme vous l'avez bien dit, si elle se répand et si elle court, là, elle devient ingérable. Et si vous voulez, on n'a pas le temps de s'atteler tout de suite à contredire la fausse information. Ça, on n'a pas le temps de le faire. Alors, notre rocher, finalement, les gens qui étaient sur la route, nos touristes, ont été secourus, entre guillemets. Ils ne couraient pas de danger, mais il faut bien reconnaître que de rester immobilisé avec des enfants toute la journée, ça n'a rien de drôle. Je crois que les équipes de la Croix-Rouge aussi intervenaient à des points précis. Et tout au long de l'axe Albertville-Moutier, pour ce qui me concerne, et même après Moutier-Bourg, il y avait des points où ils pouvaient s'arrêter avec l'aide aussi de la gendarmerie, de la police municipale. Il
avaient des indications où s'arrêter. Est-ce que là, il y a eu une production de contenu pour documenter l'existant, heure par heure? Et quand avez-vous pu communiquer sur la bonne nouvelle qui a été que l'accès aux stations a été rouvert? L'accès aux stations, si vous voulez, on l'a vu quand même assez tard dans la soirée. Mais on a pu communiquer. Ça, si vous voulez, on attend, pour ne pas faire d'impair, on attend quand même les consignes de la préfecture, des plans Osiris, du département, qui gèrent tout le réseau routier. Nous avons pu communiquer. Ensuite, pour le dégagement complet de la route, vous avez bien suivi l'historique. Tous les services se sont impliqués. Et là, on peut reconnaître leurs compétences. En une semaine, la voie a été sécurisée par 2 rétentions de filets qui ont été opérationnelles. Et du coup, le week-end suivant, on a pu circuler librement. Donc là, c'est une bonne gestion de crise. Alors, sur la communication de crise, vous m'avez dit que vous aviez, comme tout le monde d'ailleurs, une difficulté à stopper la fake news, même à l'échelle d'une commune, et que vous étiez un peu désemparés. Je crois qu'on est tous un peu désemparés face à l'emballement, face au sensationnalisme, face à la pression émotionnelle. Oui, alors c'est ce que nous avions échangé à ce niveau. Je pense que quand il y a une crise, c'est d'abord l'émotion qu'on doit gérer. Donc l'élu, s'il peut le faire en direct et même sur les réseaux, il doit d'abord être dans la bienveillance et dans l'empathie. Ensuite, il doit essayer de donner les infos sur cette crise au plus près de ce qu'il connaît. Ensuite, il doit énoncer les actions qui sont mises en place parce qu'on ne vend pas du rêve quand même. Voilà, ce n'est pas la langue de bois. Et ensuite, donc les actions qui sont mises en place et terminées comme en introduction par des propos bienveillants et dans l'empathie pour rassurer quand même nos citoyens, les gens qui passent sur notre territoire. Bon, nous sommes en Valais, mais c'est vrai que nous devons gérer avec vous, puisque nous sommes la voie d'accès, tous les problèmes qui sont liés en fait au réseau routier. Alors bienveillance et empathie, Jérémy, c'est aussi ce que tu me disais. On communique d'abord, on dit, on pense à, on est désolé, on pense à vous. Voilà, c'est vraiment un réflexe à avoir. Tu confirmes ça, un réflexe. On va parler de ton territoire là, mais premier truc, on communique, on est dans l'empathie. Effectivement, s'il y a des personnes qui sont touchées, la première chose, c'est d'abord il y a penser toujours des personnes touchées finalement, non ? Et effectivement, malheureusement, quand peuvent survenir des drames, la première chose à qui on s'adresse, c'est aux personnes qui ont été touchées et à leurs familles, avant même de commencer à vouloir se défendre ou d'expliquer ou de justifier ou d'argumenter. Ou même sur une crise moins grave, hein, une grève, un empêchement spécifique, l'empathie. En fait, toute crise vient d'un contexte, et ce contexte, il doit être compris. Ouais. Que ce soit la nature qui se déchaîne, que ce soit un mouvement social, que ce soit un accident mortel, derrière, il y a quelque chose qui s'est exprimé, et à nous de le comprendre et de l'entendre. Et on commence par ça, avant d'aller plus loin. Effectivement, sur notre territoire qui est assez vaste, parce que je représente... Donc toi, tu es directeur de Haute-Marne vanoise. Moi, je suis directeur de l'Office de tourisme de Haute-Marne vanoise et je représente un territoire qui fait 50 km de long, 6 stations, 10 villages. Immense. Et on coordonne le côté touristique. Donc, il y a Val-Fréjus, La Norma, Ossois, Valseny, Bessan et Bonneval-sur-Arc. Et avant ça, je travaillais à la Rosière en Tarentaise où j'ai aussi eu à vivre quelques gestions de crise. Ouais. Donc au-delà des stars qui peuvent ou des gens connus qui perdent la vie sur un domaine skiable, le Covid qu'on a tous connu, un éboulement qui coupe la voie ferrée, l'autoroute et la route d'accès à la vallée, des crues qui viennent couper les routes ou un retour d'est qui met 1,50 m de neige et qui paralyse toute la vallée. À chaque fois, on doit s'adapter. T'as été servi, ouais. Voilà, j'ai été servi. Et je voulais vous faire un retour d'expérience de 2 situations très simples. La première qui a été la plus catastrophique et où on n'était pas organisé et que ça s'est très mal passé, et d'autres qui se sont mieux passées et qu'est-ce qu'on a mis en place entre-temps pour que ça se passe mieux. La première, c'était un samedi de février, aller-retour, il y a de la neige sur la route. Et je suis prévenu qu'il y a une coupure d'électricité, c'est à La Rosière, la mairie est à Montvalzan.
Bon, bah, rien de bien grave en soi, sauf qu'on ne savait pas, c'est que ça allait durer 18 heures. Et sans électricité pendant 18 heures, au bout d'un moment, les digicodes des résidences ne marchent pas, les portes automatiques ne s'ouvrent plus, il n'y a plus de lumière, les frigos ne marchent pas, on ne peut plus faire chauffer de l'eau pour les bébés, pour le biberon, il n'y a plus de lumière dans la station, les onduleurs tombent en panne, le réseau téléphonique est tombé en panne, et donc, entre la mairie qui est dans un village plus bas, l'office de tourisme qui est en haut, on n'avait plus moyen de se joindre, plus moyen de communiquer, on ne savait pas quand c'est que ça allait être rétabli, les gens harcelaient la mairie pour avoir des informations, le maire était injoignable. Donc là, on a tout vécu. Au final, c'est une gestion de crise, personne n'en a entendu parler, mais en interne, quand on accueille 15 000 vacanciers ce jour-là qui partent et qui arrivent et qu'on ne peut pas les accueillir correctement, c'est assez compliqué. Et elle prend de l'ampleur de plus en plus qu'elle avance, puisqu'on se rend compte des problématiques auxquelles on va être confronté. Donc ça, évidemment, il n'y avait pas forcément eu de coordination, pas forcément de pilotage, on n'avait pas forcément les bons outils. Et ce que je veux aussi vous donner, c'est quels outils aujourd'hui on utilise, parce que c'est assez important les outils qu'on va pouvoir utiliser. Donc à la suite de ça, on en a vécu d'autres, puis surtout on a débriefé. Ce qu'on a retenu, c'est qu'il y a deux choses. Effectivement, il faut qu'on anticipe, donc sur les moyens techniques, les moyens humains, qui fait quoi, avec quels moyens techniques et comment, et qui parle, c'est hyper important, qui va parler aux médias, quand il y a les médias notamment. Ensuite, une fois qu'on a anticipé tout ce qu'on peut, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive, on la pilote. Donc comment on donne l'alerte, comment l'alerte est donnée et qu'on soit tous informés, parce que si on est informé par les médias, parce que pour X raisons on n'a pas eu l'info et que les médias l'ont avant nous, là c'est compliqué. Et puis ensuite on débrief pour faire mieux. Donc la première expérience que je vous ai racontée, on n'était pas coordonnés, on l'avait pas anticipé, on n'avait pas les moyens qu'il fallait. Et du coup, on a fait comme on a pu. Au final, on s'est débrouillé, mais c'était un peu au dernier moment. Et là, le dernier qu'on a vécu, et il y en a pas mal qui l'ont vécu, c'était la semaine dernière. On a pris 1,50 m de neige. C'est pas une grosse gestion de crise, mais ça met à mal pas mal de services. Pourquoi ? Parce que déjà les arbres ont retrouvé des feuilles et quand ils cassent les uns après les autres et que toutes les routes sont paralysées, c'est pas facile, et surtout parce qu'à la base la limite punaise elle était prévue à 2000 mètres d'altitude et pas à 1000 mètres comme ça a été le cas. Donc là-dessus, comment on a fait aujourd'hui, comment on est organisé? Nous on utilise WhatsApp. Pourquoi on utilise WhatsApp? Tout simplement parce que déjà c'est un groupe et on a tout le monde qui est dedans, donc on a des groupes de gestion de crise station par station. Donc dans chaque groupe on a le maire, le directeur de l'office de tourisme, le directeur du domaine skiable, les services techniques, et puis on a l'ESF ou les écoles de ski, parce qu'ils sont en capacité de pouvoir mobiliser une centaine de personnes aguerries à des techniques de montagne. Donc ça c'est notre groupe qui s'appelle gestion de crise, qu'on utilise quand on a une alerte. Et dans ce groupe, Yves Dimier, notre directeur du domaine skiable, qui a eu le bon réflexe, qui a dit attention, dans 24 heures, gros retour d'Est à suivre. Donc déjà, première alerte qui est donnée. Déjà, moi, je peux faire suivre ça dans tous les autres groupes de gestion de crise de la vallée, parce qu'on a 6 stations. Et combien de groupes WhatsApp en tout? On en a 6 pour les 6 stations. Voilà. Et moi, je pilote tout ça à distance. Enfin, on pilote tout ça à distance. Donc là, une première alerte est donnée. Donc on regarde la météo, ça va être à 2000. Potentiel, premier risque identifié, domaine skiable, 100% fermé pendant 48 heures, on est en vacances. Bon, déjà, comment on se met en ordre de marche pour animer les gens, les informer, etc. Puis en fait, on se rend compte que le phénomène il est plus important que prévu. Il y a 5 heures du matin, route de Modane coupée, donc toutes les routes d'accès de toute la vallée sont coupées, sauf pour Ossois encore qui pouvaient être accessibles. Val-Fréjus est coupé, Bonneval est confiné, et donc là, la crise commence à s'intensifier. On parlait des réseaux sociaux, nous la première chose qu'on dit, on appelle notre community manager, on dit jusqu'à nouvel ordre, tu ne parles pas, tu communiques pas. Parce qu'il n'y a rien de pire que s'il y a une gestion de crise, là c'est pas très grave, mais s'il y a une avalanche, quelqu'un qui est décédé et que le community manager n'est pas au courant et que 10 minutes après, il poste super journée au soleil, faites-vous plaisir. Il n'y a rien de pire que ça. Et pourtant, il dit pour rien, il n'a pas eu l'info. Donc, première chose, c'est dire on met tout en stand-by avant qu'on te redonne un feu vert. Et donc, pourquoi le groupe WhatsApp il est important? Là, c'est bon exemple. À Valseny, le réseau téléphonique est tombé. Donc, plus moyen de s'appeler. Et pourtant, les Wi-Fi marchaient bien. Donc, WhatsApp qui marche via Internet et le Wi-Fi, ça marchait très bien. On pouvait continuer à communiquer malgré le fait qu'on ne pouvait plus s'appeler entre nous. Donc,
vraiment, le conseil déjà, c'est de créer des groupes WhatsApp avec les gens dedans et pouvoir utiliser ça, puisque dans le groupe WhatsApp, on peut échanger aussi autant par message. Si le maire est tout le temps au téléphone, et ben, il peut avoir les messages, on peut se mettre nos petits vocaux, on peut partager les photos, c'est quand même beaucoup mieux que juste s'appeler. Et puis ensuite, comment cette information, on va la diffuser, parce que est-ce qu'on la diffuse au grand public? Est-ce qu'on la diffuse juste à nos sociaux pros? Est-ce qu'on la diffuse sur nos réseaux sociaux? Tout ça, on doit le décider assez rapidement. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose qu'on doit informer surtout les socioprofessionnels et les gens de la vallée. Sur les réseaux sociaux, de savoir que pendant 48 heures, on va être coupé, à part les gens qui sont sur place, qui concernent 15 000 personnes sur les 60 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on va mettre une story, on va utiliser la donnée chaude pour les contacter. On va pas forcément mettre des photos d'arbres en travers de la route pour dire qu'en ce moment c'est compliqué. On dit qu'il y a de la neige. Par contre, les boucles d'informations chaudes socioprofessionnelles, on a des groupes WhatsApp où on a 200 socioprofessionnels dedans. Et là, on leur donne les informations au compte-gouttes. Route fermée, le domaine skiable demain sera fermé. Voici comment on va rembourser les forfaits. Les gens iront en caisse. Tous les problèmes qu'on va identifier qui peuvent être problématiques, les gens qui vont aller en caisse à l'office de tourisme, au domaine skiable, qui vont appeler en mairie parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils le mettent. Et tout ce qu'on a comme moyen de communication, on les active, les push sur les applications, les newsletters, on les évite en gestion de crise, parce que c'est vraiment de la donnée froide. Quelqu'un qui doit déblayer son magasin d'1,50 m de neige, il n'est pas devant ses mails. Par contre, il a son WhatsApp dans la poche ou son application des communes. On a l'IWAP ou on a, je sais plus ce qu'on a, Panneau Pocket, qui sont des applications de push d'informations. Donc en fait, c'est aussi au préalable avoir listé tous nos moyens de communication, les prioriser et ensuite pouvoir pousser ça. Et derrière, l'autre sujet qui est souvent problématique à gérer, ça va être la presse. Parce que là, on maîtrise les informations, on les communique, on les avait plus ou moins anticipées. Par contre, quand la presse arrive, ils ont besoin d'images, ils ont besoin d'interlocuteurs. Et il faut que ce soit rapide parce qu'ils ont deux impératifs, c'est le 13h, le 20h. Donc en fonction de là où ça se passe, il va falloir qu'on puisse les aider. Et comme vous l'avez dit, il vaut mieux avoir donné une information factuelle qu'on a travailler avec des éléments de langage avec les professionnels, que ce soit le domaine skiable ou la mairie qui sera en lien avec les services de préfecture, pompiers, police, etc., que de laisser faire du micro-trottoir et interviewer Geneviève, Bernard ou Corentin sur leur ressenti qui peut être complètement biaisé par rapport à ce qui s'est passé. Mais s'ils arrivent avec un parti pris, ils vont quand même arriver à le trouver, ce micro-trottoir un peu hasardeux. On ne pourra jamais empêcher un journaliste d'aller interviewer des gens dans la rue, ça c'est pas possible. Par contre, nous, on se doit de donner l'information factuelle, comme vous l'avez dit, avec la photo qui va bien, avec voilà, quand on a quelqu'un qui est décédé en hors-piste, les premières choses qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il était accompagné? Est-ce que ça s'est bien passé en hors-piste? Est-ce que les secours sont arrivés à temps? Est-ce qu'il était équipé de DVA, appels, sondes? Ça, c'est les infos qu'on doit avoir assez rapidement pour pouvoir communiquer et donner ces informations qui sont importantes. Et je rejoins ce que disait Laurent, c'est que toute cette préparation-là, elle doit se faire dans les moments calmes, en amont, pour savoir quel est le rôle de chacun. Et pour avoir été formé à plusieurs reprises et puis après formé aussi par le terrain. Toi, tu as suivi des formations à la communication de crise et à la gestion de crise. J'en ai fait plusieurs fois. Et c'est assez intéressant parce qu'on a toujours l'impression de savoir faire une fois qu'on en a réussi une. Mais en fait, il faut rester humble parce que la prochaine, on la réussira peut-être pas bien. Et la première chose qu'il dit, c'est il faut absolument qu'on donne de l'information. Sinon, on laisse les gens communiquer à notre place. Oui. Donc, des fois, on ne donne pas beaucoup d'informations. Malheureusement, on a eu une personne à La Rosière qui s'était tuée, qui était très connue. C'était un acteur, Gaspard Huliel. Oui. Et là-dessus, c'est assez difficile de donner des informations tout de suite. Par contre, on dit qu'il y a eu un accident. On attend de savoir est-ce qu'on peut communiquer l'identité auprès de la famille. Et après, on donne au compte-gouttes. Mais, en tout cas, on communique. Oui, il y a eu un accident. Oui, il y a une personne. On n'a pas encore l'identité de cette personne-là. On va vous la communiquer. Oui, c'est bien lui. Oui, il avait bien un casque. Oui, aujourd'hui, on peut vous confirmer 3 heures après qu'il est décédé. Et voilà. Mais c'est important de donner des informations. Si on dit on n'a pas d'infos, ils iront la chercher à notre place. Et voilà. Comme on dit dans un célèbre film, il faut laisser la police faire son travail. Pascal, vous vouliez réagir à ce que dit Jérémy? Il y a plein de choses à dire.
Je voulais réagir à chaud, mais ce sera retombé à plat maintenant si je parle. Pardon, j'ai pas entendu, j'entends pas avec le retour. Non mais la salle entend très bien, mais nous on s'entend très mal. Hein, c'est juste pour vous dire que la salle entend très bien. Non, je disais que Pascal, vous avez peut-être une réaction, mais en tout cas, le point commun entre vous quatre quand on s'est préparé, c'est WhatsApp. C'est-à-dire que WhatsApp, c'est vraiment devenu un outil de la com de crise, presque l'outil central de la com de crise. C'est à la fois dans l'anticipation et la préparation, et à la fois dans le vif du sujet, vraiment un outil indispensable. Merci de relancer, parce que c'était sur ce sujet que je voulais intervenir. L'intérêt de WhatsApp, c'est l'immédiateté, mais c'est aussi la chronologie. C'est-à-dire que les messages sont figés, restent, et donc on peut reprendre après pour voir comment les choses se sont passées, pour voir ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, parce que parfois on dit tiens, ça on l'a dit, ah ben non, on l'a peut-être pas dit. Et c'est vrai que de tracer tous les événements, c'est intéressant, c'est important, et WhatsApp pour ça est très intéressant. Laurent Reynaud sur la partie WhatsApp, mais aussi un peu plus réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut étouffer? Est-ce qu'on peut allumer des feux de camp numériques plus rapides, plus puissants que ce qui se passe? Est-ce qu'on peut être meilleur que la rumeur? Alors, je vais répondre à votre question, mais quand même, un point qui me paraît important à dire par rapport au book WhatsApp, et puis plus généralement à ce que la personne qui va être appelée à prendre la parole, puisqu'on l'a désignée, va dire. Moi, mon expérience, parce qu'on a une expérience modeste, hein, puisque bien sûr les crises elles se situent toujours en station et ce sont d'abord les maires, les opérateurs qui sont au premier rang, mais assez rapidement, 24 heures après, si Gaspard Huliel décède, 24 heures après, on vient nous voir en disant parlez-moi de la sécurité sur vos pistes, est-ce que c'est pas un peu dangereux tout ça, est-ce que les gens portent le casque, etc. Et donc, nous, on a une cellule, par exemple, qui est disponible 7 jours sur 7, toute la saison, et qui permet à un opérateur de remontée mécanique qui est confronté à un accident de remontée mécanique, de piste, d'avalanche, même du travail, de contacter 7 jours sur 7 quelqu'un de compétent sur ces sujets, à la fois sur le fond et sur la communication de crise. Et ce que je constate, toujours, c'est que dans le premier quart d'heure, dans la première demi-heure, dans la première heure où une crise se déclenche, d'abord, on n'a pas toute l'information. Il nous manque peut-être la moitié de l'information. Et plus grave, une partie de l'information qu'on détient est erronée. Et donc, quand on dit des choses, et a fortiori à la presse, mais peut-être même sur des books WhatsApp, moi je suis toujours très prudent. Je livre moins que ce que je sais ou que ce que je pense savoir. Parce que souvent, on découvre au bout d'une demi-heure que, ah ben non, ils n'étaient pas deux, il n'y en avait qu'un. Ah ben non, c'était pas un enfant, c'était un adulte. Enfin, il y a des infos qui sont incomplètes ou même erronées. Et donc, il faut être très prudent et ne communiquer qu'une partie de ce qu'on sait ou de ce qu'on croit savoir. Par contre, il faut effectivement communiquer régulièrement, au fur et à mesure que le brouillard se lève. Et je le redis, c'est la contrepartie du fait qu'on exige de la part de tous nos relais qu'ils tiennent la position qu'on attend d'eux. Ils la tiendront pour autant qu'ils soient certains que vous allez les informer quand il y aura quelque chose à dire. Sinon, ils ne tiendront pas. Oui, je voulais juste compléter sur une chose par rapport à la presse. Parfois, on définit à l'avance la personne qui va parler à la presse. Ce qui est important, c'est que la personne qui ira devant la presse, elle soit dans une donnée psychologique assez fiable et qui ne soit pas exténuée. Si je prends par exemple, on dit ok, s'il se passe quelque chose sur le domaine skiable, c'est le directeur de domaine skiable qui ira en parler. Si le directeur de domaine skiable, avec ses équipes, il a passé 12 heures à pelleter, sonder, essayer de sortir, et que dans la minute d'après, il y a TF1, BFM, est-ce que psychologiquement, il a le recul pour aller parler? C'est pas toujours le cas, et je prends cet exemple-là, mais ça peut être le maire ou ça peut être le directeur de l'office de tourisme, peu importe, mais il faut que la personne qui aille au devant des médias, ce soit une personne qui soit légèrement en recul sur le côté technique de ce qui s'est passé pour pouvoir être à l'aise, avoir sa prise de parole, se dire attention, ça on va recouper, etc. Parce que quand on a BFM, CNews, TF1, France 2, s'il se passe vraiment quelque chose d'assez dramatique ou qui a en tout cas une résonance importante, il faudra être en capacité psychologique de faire face à ça, et c'est pas rien, et il faut pouvoir le faire. Chantal Martin, dans la préparation d'une crise et l'anticipation de la communication de crise, il faut être parfois un peu créatif. Alors moi, je vous ai raconté que ça a été mon métier pendant plusieurs années, d'accompagner notamment les acteurs comme Savoie-Mont-Blanc sur la manière de réagir, de communiquer sur une crise, de se préparer à une crise
RSE, une crise d'incident d'exploitation, une crise d'avalanche, et voilà, toute forme de crise, et qu'on peut les hiérarchiser, on peut les classifier, les mettre dans un tableau, mettre qu'il y a eu 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, qu'est-ce qu'on fait avec des tableaux de correspondance, c'est pas un peu macabre, et ça vous avait un peu perturbé. Oui, quand vous m'aviez posé cette question, effectivement, parce que je remercie qui doit être remercié, mais je n'ai pas eu pour le moment à gérer de pertes humaines. J'ai dû l'anticiper, oui, sur des phénomènes de coulées, d'inondations. Des bureaux d'études étaient venus et comptaient effectivement, compte tenu des scénarios qu'ils nous proposaient, le nombre de morts éventuellement si nous prenions telle décision ou une autre. C'est vrai que c'est quand même un aspect du travail du maire qui est un peu anxiogène, qui est délicat. Pour les scénarios originaux, nous avons eu tout de même à gérer sur notre ville le phénomène des taxis brûlés. Donc ça, pour nous, c'était un peu nouveau. Ça a généré de la part de nos populations, c'est vrai, des réactions d'inquiétude. Donc là, il a fallu effectivement essayer de calmer, voilà, d'exposer un peu les raisons des faits. Effectivement, la cohabitation avec les taxis Uber était très délicate puisque la réglementation est absente. Il y avait un réel malaise chez nos taxis qui ont quand même dégénéré en donnant de notre ville une image très négative à un mauvais moment de surcroît, puisque la station battait son plein, et je crois que ça a été une très belle saison. Ça a été délicat, là les réseaux effectivement se sont déchaînés, donc nos chargés de com ont essayé de faire descendre les tensions et de remettre les choses en place, de redire la réalité. Nous avons insisté sur le fait que notre police municipale ferait davantage de rondes, que la gendarmerie était mobilisée, et là encore, nous avons eu un soutien quand même très appréciable du préfet. Voilà, le maire, par rapport, messieurs, peut-être à vous qui gérez d'une manière un peu plus isolée, nous avons quand même cet appui très important. Pour ce qui est d'anticiper sur les crises à venir, pour nous, elles se répètent quand même un peu, sont souvent des problèmes de circulation, comme je vous le disais, d'hébergement dans nos gymnases. Sur Moutier, nous en avons 3, 4 même qui peuvent être sollicités, plus nos établissements scolaires. Donc, bon, nous sommes rodés. Après, bon, le pire n'est jamais exclu, mais je pense que nous sommes préparés avec ce PCS, avec ce PC. Les élus, nos agents techniques sont rodés. Et vous parliez, monsieur, je crois, de l'ILIGO, c'est ça? Donc, personnellement, nous souhaiterions adhérer pour avoir cette information à l'échelle de notre territoire, pas trop loin. Et je souhaiterais aussi que nos utilisateurs, aussi bien nos habitants que nos touristes qui se déplacent, puissent avoir sur leur téléphone des informations précises via WhatsApp ou un autre site que la DIR mettrait en place, le département ou Osiris, voyez. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, on a tous un portable, ceux qui l'ont à bord, un Bluetooth, on voit immédiatement apparaître le message. C'est rassurant, c'est sécurisant, c'est une voix qui est informée qui envoie le message. Voilà, ça évite les informations multiples et erronées. Alors, dans les canaux de gestion de crise, il y a bien sûr les réseaux sociaux officiels des territoires, des stations, de la mairie, de la préfecture ou autres. Et donc, ces canaux, il faut les nourrir. À chaud, bon, bah, c'est souvent des textes seuls, mais à froid ou même parfois à chaud, c'est des textes accompagnés. Et la SNCF, par exemple, le fait très bien. Pourquoi on doit ralentir les trains quand il y a de la neige? Ça peut paraître un peu étonnant. Pourquoi on doit ralentir les trains quand il fait chaud? Eh ben, désormais, la SNCF fait un travail de pédagogie avec des contenus, des vidéos pédagogiques, des PDF, des livres blancs qui expliquent pourquoi on doit ralentir les trains quand il fait chaud, parce que ça chauffe, etc., avec toutes des infographies hyper compliquées. Est-ce qu'on doit tous se lancer là-dedans? Enfin, la réponse est un peu dans la question, mais si vous... Laurent, enfin, un peu tout le monde. Pascal, vous l'avez fait un peu aux Trois-Vallées, mais est-ce qu'on doit tous se lancer là-dedans, c'est-à-dire dans une stratégie de production de contenu pédagogique qui vise à couvrir 80% des crises qu'on va forcément se prendre dans la figure dans l'année qui vient. Et donc produire des contenus, c'est-à-dire des vidéos pédagogiques,
des témoignages, des infographies, par exemple, qui rassurent les gens et qui expliquent pourquoi il y a des phénomènes comme ça et que c'est pas pour rien qu'on prévient les gens qu'il y a un risque. Oui, dans la préparation, il y a des éléments de langage type pour toutes les crises types qu'on sait qu'on aura inévitablement à devoir affronter. Que ce soit, je l'ai dit, les accidents classiques. C'est quoi l'accidentologie du ski? C'est quoi l'accidentologie des remontées mécaniques? Combien il y a de décès par avalanche? On avait l'AG de l'ANENA ce matin, etc. Ces éléments, ils sont déjà disponibles. C'est pas le moment de la crise pour aller les rassembler, ça c'est sûr. Mais pour revenir sur les réseaux sociaux, qui sont quand même un élément majeur dans la communication, qu'on le veuille ou non, je pense qu'en montagne, on a parfois un handicap qui tient au fait, et je parle clairement pour nous, socio-professionnels, que je pense qu'on n'est pas tout de suite mandé dans le train. On a un peu considéré que c'était quelque chose qu'on déléguait à nos amis office de tourisme, et ils font ça très bien. Mais dans cette délégation, il y a eu une forme un peu d'abandon aussi, et de dire c'est pas notre arène finalement, ces réseaux sociaux. C'est quand même une arène particulière. Bien sûr. Et je pense qu'un chef d'entreprise aujourd'hui, mais même à la tête d'un petit magasin de sport dans une station de montagne, a fortiori un chef d'entreprise de remontée mécanique ou un maire, c'est important d'acquérir une culture pour soi sur les réseaux sociaux. J'espère qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu que les réseaux sociaux, c'est pas un truc pour les adolescents boutonneux. Non, ça c'est bon, je crois que le message est passé quand même. Et que ça a une fonction très importante, c'est un cordon direct de communication avec vos clients, voire avec les salariés de la station, et donc on ne peut évidemment pas le négliger. Et trop souvent, c'est quelque chose qu'on laisse, voire qu'on délaisse. Or, c'est quand même, je le redis, une arène très particulière et dans laquelle rien ne remplace une expérience, même modeste, d'avoir essayé de produire soi-même des contenus, d'avoir essayé de modérer soi-même des commentaires, hargneux ou pas hargneux. Et on se rend compte aussi que dans cette arène, on trouve souvent des alliés inattendus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez correctement communiqué, on a dit qu'il fallait le faire, on a dit qu'il fallait le faire au bon moment. Si c'est mal emmanché, ça risque effectivement de partir en vrille. Mais si vous avez fait le job au départ, parce que vous étiez préparé, vous allez en général trouver des alliés de circonstances qui vont modérer à votre place tout un tas de commentaires déplacés sans que vous ayez vous-même à le faire et à vous perdre de l'énergie à devoir le faire. Donc, il n'y a pas que des mauvaises choses sur ces réseaux sociaux. Et moi, j'incite tous les chefs d'entreprise, on est ici dans un salon professionnel, à se l'approprier et ne serait-ce que, j'ai envie de dire à titre civique, à relayer vous-même les contenus au moins et à regarder comment ça marche. Parce que au moment de la crise, des gens qui n'ont pas d'habitude de regarder un Argus de la presse, qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas de tard, ils n'ont pas de niveau de c'est quoi le niveau normal du bruit de fond qu'on a sur les réseaux sociaux en temps normal, en dehors de la crise, ils n'ont pas non plus d'idée de ce qui va être l'indice de pression médiatique de l'événement auquel ils sont confrontés. Ou du non-événement, puisque comme vous le disiez, il faut savoir le mesurer. Sur les réseaux sociaux notamment, déjà c'est pour moi ça y est, c'est le première zone d'emballement des crises et parfum de naissance des crises, ce sont les réseaux sociaux avant les médias. Premier sur l'info, c'est d'abord la story Instagram, la petite vidéo virale TikTok ou le tweet un peu assassin sur X. Et c'est là que c'est vraiment ici que ça s'emballe. Avant souvent les médias qui vous téléphonent dans la minute, mais sur lesquels le contenu problématique d'une pollution, d'un faux pas, d'une info un peu scabreuse va d'abord circuler sur les réseaux. Et donc c'est là aussi où il y a une double difficulté. C'est effectivement la maîtrise des codes dont vous parliez, la maîtrise des codes social media, mais aussi la projection et la capacité à comprendre la mentalité des gens qui y sont, leur sensibilité au sensationnalisme et l'hyper-émotivité qu'il peut y avoir. Et je sais de quoi je parle. Et donc, l'hyper-émotivité sur les réseaux sociaux, c'est un truc qui est un phénomène un peu de société. Et c'est difficile de dire à quelqu'un ouais, tu souffres, mais enfin, ça va, quoi. Il faut le laisser dire à d'autres. C'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure. C'est ok, bon, pardon, t'es resté dans la voiture toute la journée, mais enfin, il y a un rocher qui a failli écrabouiller un bus. On peut relativiser 2 minutes. Si vous dites ça, c'est un énorme risque parce que là, les gens ils vont dire mais vous êtes dingue, mais vous vous rendez compte, on est en train de souffrir atrocement, etc., etc. Et bon, et voilà. Donc c'est ça. Là, il y a quand même un biais de perception, des biais cognitifs qui sont quand même assez problématiques. Et je crois que personne n'a la solution, à part se mettre dans la peau des gens et parfois de certaines personnes qui sont
honnêtement assez mal luné, voire hypersensible, quoi. Jérémy. Faut aussi laisser les personnes qui maîtrisent les réseaux sociaux les gérer. C'est clair. Parce que on peut aussi, à vouloir essayer de bien faire, alimenter le propre bad buzz en voulant commenter ou poster la photo. Donc, faut avoir cette connaissance un peu fine aussi. Et des fois, même les meilleurs experts se plantent. Mais l'exemple le plus simple, c'est pas une vraie gestion de crise, mais c'est juste pour donner un exemple. Quand il y a une liaison qui est fermée entre deux domaines skiables, les gens vont râler et se dire pourquoi c'est pas possible, il fait beau en bas, je comprends pas. Si on arrive à avoir une photo des pisteurs qui sont en train de déblayer le 2,50 m de neige qui sont ou les 3 cm de givre qui sont sur les câbles, bah là les gens ils comprennent en fait. Et donc les réseaux sociaux là ils ont tout leur poids d'être un peu le JRI pour reprendre une plus vieille expression de la personne de terrain qui va donner l'information chaude pour que les gens comprennent ce qui s'est réellement passé. Mais ça peut éteindre un feu, mais comme ça peut aussi l'alimenter à vouloir trop argumenter ou alors trop se défendre. Faut pas justifier, fois, ça c'est faut pas exactement. justifier. Et puis je rebondis, on a la chance en station et en montagne d'avoir des communautés hyper bienveillantes. Quand on a une station de ski, je vais prendre l'exemple de Bonneval par exemple, les gens sont énormément attachés à ce village-là. S'il y a le moindre problème, on sait que la communauté derrière va presque faire le travail à notre place de dire non mais attendez, vous vous rendez pas compte, ils ont fait ça pour ça, ils savent ce qu'ils font. Et donc des fois, ne rien faire et laisser la communauté agir, c'est aussi une manière de faire quelque chose. Je prends Bonneval, mais toutes les stations de ski ont un affect très fort sur leur clientèle et on a beaucoup de défenseurs de notre clientèle plus que des trackers au final. Pascal Le Tiercent, le mot de la fin. Oula, quelle responsabilité. Je voulais juste rajouter que sur les réseaux sociaux, côté Société Trois-Vallées, on a fait un choix. C'est-à-dire que nous, on ne communique pas à nos clients skieurs directement. Ce sont les offices de tourisme qui le font. Et tout à l'heure, je parlais d'articles de fond, de communiqués de presse de fond. Ils sont là aussi pour alimenter. Alors, via des offices de tourisme, c'est Facebook et c'est Insta. Pour nous, c'est plutôt les professionnels, donc c'est via LinkedIn. Et donc, ces articles de fond, ils sont là pour que, dans l'imaginaire des gens, notre société, elle ait une certaine raison d'être et une certaine éthique. Et donc, ça limite un peu les bad buzz. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est important de prévenir de bad buzz en montrant que, par ailleurs, quand il y a de grosses chutes de neige, effectivement, on déneige, qu'il y a du travail qui est fait et qu'on ne peut pas trop nous attaquer là-dessus. Laurent Reynaud, Jérémy Silva, Chantal Martin, Pascal Le Tiercent, merci mille fois. On peut vous applaudir tous les quatre pour cette super intervention. Merci beaucoup. C'est la fin de cette journée, c'est la fin de Mountain Next 2025. Merci infiniment d'avoir suivi. Vous étiez quand même assez nombreux.